Les fonctionnaires pensaient qu'ils pouvaient surmonter tous les obstacles, que rien ne les effraierait. Mais ils étaient loin de se douter que la femme qu'ils allaient affronter n'était pas une simple figure du système, une juge au but inébranlable, prête à risquer sa carrière, sa liberté, voire sa propre vie, pour s'assurer que justice soit faite. Dans un monde où la corruption semble dominer, que se passe-t-il lorsque la vérité décide de se rebeller? Préparez-vous à une histoire où le courage, la trahison et la désillusion s'entrechoquent de manière brutale. Dans la petite ville de Munich, Elena Kowalski a grandi en observant les couches subtiles de discrimination qui s'infiltrent à chaque coin de rue. Fille d'immigrés polonais, elle a subi dès son plus jeune âge le poids des regards partiaux et des chuchotements pleins de préjugés. Sa famille, résistante et fière, a construit une forteresse de dignité au milieu d'un environnement qui tentait constamment de la diminuer. Les histoires de dépassement et de résistance de ses parents étaient comme des graines plantées dans son cœur, attendant le bon moment pour germer. À l'école, Elena a appris que le courage n'était pas seulement un grand geste, mais un choix quotidien. Lorsque ses camarades de classe faisaient des remarques désobligeantes sur ses origines, elle réagissait avec intelligence et sang-froid. Ses professeurs, d'abord surpris, ont vite reconnu en elle une force extraordinaire. Elena a développé une capacité rare, transformer chaque obstacle en carburant pour sa détermination. Sa mère, Ingrid Hansen, disait toujours « La vraie révolution se produit dans les petits gestes de dignité. Avant de revenir, partagez avec nous l'endroit d'où vous regardez. Et si ce récit vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner car demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. » Les discussions à la maison étaient intenses et instructives. Ingrid a raconté des histoires de résistance, la façon dont les communautés marginalisées ont construit des chemins d'espoir. Elena écoutait attentivement, absorbant chaque mot comme un manifeste silencieux contre l'injustice. Son père, un travailleur infatigable, a montré que la transformation sociale naît de la persévérance. Ces conversations n'étaient pas de simples souvenirs, mais des leçons vivantes sur la résilience et l'importance de ne jamais s'incliner face à l'oppression. Pour Elena, la discrimination n'était pas qu'un mot abstrait, mais une réalité tangible. Elle a observé comment sa famille était traitée différemment, moins d'opportunités, des regards suspicieux, des portes subtilement fermées. Chaque expérience de marginalisation a renforcé sa conviction que le système devait être transformé de l'intérieur, pas par la violence, mais par la connaissance, la stratégie et une foi inébranlable en la justice. Sa mission a commencé à prendre forme, discrètement et avec détermination. Sofia Bianchi a grandi en connaissant les défis d'une famille qui luttait contre l'adversité. Fille d'Elena, elle porte dans ses yeux l'éclat de la détermination de sa mère. Les nuits étaient rythmées par des histoires de résistance, où chaque difficulté se transformait en leçon de vie. La petite Sofia écoutait attentivement comment sa mère avait surmonté des obstacles apparemment insurmontables, absorbant chaque mot comme un manuel silencieux de survie et d'espoir. Les rêves de Sofia transcendent les limites imposées par la société. Dès son plus jeune âge, elle a compris que l'éducation serait son arme la plus puissante contre la discrimination. Les livres étaient ses compagnons de tous les instants, chaque page représentant une fenêtre sur des mondes où la justice pouvait prévaloir. Elena l'encourageait constamment, répétant que la connaissance était la clé du démantèlement des structures oppressives. Sofia absorbe chaque conseil, le transformant en carburant pour son ambition. La vie de Sofia a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a été confrontée à la maternité à un jeune âge. Les défis se sont accumulés, mais sa détermination est restée inébranlable. Ingrid, sa grand-mère, lui a offert un soutien inconditionnel, s'occupant de son fils pendant que Sofia poursuivait ses études. La jeune maman a équilibré ses responsabilités avec une détermination qui a impressionné tous ceux qui l'entouraient. Chaque obstacle n'était pas perçu comme une limite, mais comme une occasion de grandir et de vaincre. L'éducation est devenue pour Sofia le chemin de la rédemption. Elle étudiait la nuit, s'occupait de son fils le jour et ne laissait jamais les circonstances limiter ses rêves. Sa mère, Elena, a été son plus grand exemple de persévérance. Ensemble, elles ont construit une stratégie de résistance par le savoir. Sofia savait que chaque livre, chaque note, chaque diplôme serait une déclaration silencieuse contre les systèmes qui tentaient de la marginaliser. Pour Sofia Bianchi, la faculté de droit de Hambourg représentait bien plus qu'un simple établissement d'enseignement. C'était le terrain où elle allait briser toutes les attentes sociales accumulées à son égard. Jeune, mère célibataire et issue d'un milieu diversifié, elle portait le poids d'identités multiples. Les regards d'abord suspicieux de ses professeurs et de ses camarades de classe se sont peu à peu transformés en respect. Son intelligence vive et sa détermination inébranlable ont commencé à démanteler les préjugés institutionnels, un argument à la fois.
Les nuits de Sofia sont une mosaïque de défis et d'espoir. Après avoir couché son fils, elle se plongeait dans ses livres de droit, étudiant pendant des heures. Sa mère, Elena, l'aide souvent en s'occupant de son petit-fils pour qu'elle puisse se consacrer à ses études. Chaque page qu'elle tournait représentait non seulement un savoir, mais aussi une bataille contre un système qui avait historiquement marginalisé les femmes comme elle. La fatigue est constante, mais la motivation est infiniment plus grande. Lors des discussions universitaires, Sofia se démarque. Ses capacités d'analyse et d'argumentation ont surpris les professeurs qui l'avaient initialement sous-estimée. Aux provocations subtiles sur ses origines et son statut de jeune mère, elle répondait avec une éloquence qui faisait taire ses détracteurs. Elle ne s'est pas contentée de répondre aux provocations, elle les a transformées en occasion de démontrer sa compétence. Chaque débat était une tranchée où elle combattait les stéréotypes, utilisant la connaissance comme son arme la plus puissante. Le rêve de Sofia transcendait sa propre trajectoire individuelle. Elle voyait la profession d'avocat comme un outil de transformation sociale. Chaque cas, chaque argument représentait une possibilité de changement structurel. Inspirée par les récits de résistance de sa mère et de sa grand-mère, elle a compris que son parcours universitaire n'était pas seulement une réussite personnelle, mais aussi un moyen de démanteler les systèmes d'oppression. Son objectif était clair, utiliser le droit comme instrument de justice et d'équité. La famille Kowalski-Bianchi est un sanctuaire de force et de résilience. 3 générations unies par un objectif commun, surmonter les obstacles et construire la dignité. Ingrid Hansen, la matriarche, représentait la sagesse accumulée au fil des années de lutte. Ses yeux, marqués par les rides d'expérience, racontent des histoires de résistance. Elena et Sofia gravitaient autour d'elle, absorbant des enseignements qui n'étaient pas seulement parlés mais vécus. Chaque réunion de famille est un renouvellement des vœux de courage et de détermination. Les liens familiaux transcendent la parenté biologique. Ils constituaient une alliance stratégique contre l'adversité sociale. Sofia a grandi en réalisant que sa force ne provenait pas seulement de son individualité, mais aussi du lien profond qui l'unissait à sa lignée. Les histoires de dépassement de sa grand-mère Ingrid, les exemples de résistance de sa mère Elena, tout cela est devenu le carburant de son voyage. Sa famille n'était pas seulement un refuge, mais un arsenal d'espoir et de transformation. Les conversations familiales étaient de véritables académies de pensée critique. Ingrid a partagé des souvenirs de discrimination, Elena a analysé les structures de pouvoir, et Sofia a imaginé des stratégies de changement. Aucun sujet n'était tabou, racisme, inégalité, justice sociale. Chaque mot était soigneusement choisi, chaque argument précisément construit. Ces dialogues n'étaient pas de simples conversations, mais de véritables séances de planification de la transformation sociale qu'elle voulait réaliser. L'héritage familial ne se limitait pas à des histoires de souffrance, mais était essentiellement un récit d'espoir. Sofia a réalisé que chacune de ses réalisations représentait un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui l'avaient précédée et celles qui la suivraient. Sa famille a transformé le poids de la discrimination en carburant pour le changement. Chaque génération a ajouté une nouvelle couche de résistance et de dignité. Le monde juridique s'est avéré être un champ de mine de préjugés voilés. Sofia Bianchi ressent chaque regard de travers, chaque commentaire subtil qui tente de délégitimer sa présence. Femme, jeune femme, mère célibataire et issue d'un milieu diversifié, elle incarnait tout ce que le système marginalisait traditionnellement. Mais sa détermination était plus forte que toutes les barrières institutionnelles. Chaque session d'études, chaque débat universitaire est devenu une bataille silencieuse contre des structures de pouvoir enracinées et excluantes. Dans l'environnement juridique, Sofia s'est rapidement rendu compte que certaines voix étaient systématiquement étouffées. Les cas de discrimination sont passés inaperçus. Les récits des minorités ont été minimisés. Son indignation n'est pas seulement née d'une réaction personnelle, mais d'une profonde compréhension des mécanismes institutionnels qui perpétuent les injustices. Chaque document, chaque cas est devenu pour elle une occasion de donner de la visibilité à des histoires que le système judiciaire avait traditionnellement ignorées. La résilience de Sofia était comme une flamme qui illuminait les coins sombres du système judiciaire. Elle ne se contentait pas d'être un autre visage différent dans la salle de classe. Son objectif était de faire de sa présence une déclaration politique. Chaque argument, chaque intervention était méticuleusement construit pour remettre en question les récits établis. Elle ne demandait pas la permission d'exister dans l'espace juridique, elle l'occupait simplement avec une certitude qui déstabilisait les structures traditionnelles. Les enseignants et les collègues ont progressivement réalisé que Sofia n'était pas seulement une étudiante, mais une force de transformation. Son approche juridique était intersectionnelle,
avant même que le terme ne devienne populaire. Elle reliait les questions de genre, de race et de classe d'une manière qui remettait en question les interprétations juridiques traditionnelles. Chaque cas qu'elle analysait, chaque argument qu'elle construisait, était un coin délibéré contre les systèmes d'oppression institutionnalisés dans le monde juridique. Tout a commencé par un après-midi apparemment ordinaire à Munich. Elena Kowalski, vêtue de son élégant blazer de juge, marchait tranquillement après une audience. Deux policiers blancs, Lars Schmidt et Matteo Rossi, l'interceptent sans raison apparente. Le ton agressif de la voix, les regards disqualifiants, tout cela dénonçait un modèle de discrimination raciale profondément enraciné. Elena reste calme, consciente que chaque mot et chaque geste seront déterminants dans ce moment de confrontation. L'incident ne serait pas un cas de plus d'approche arbitraire de la part de la police. Elena a décidé de faire de cet affront une occasion d'exposer les mécanismes systématiques de l'oppression. Sa première démarche a consisté à documenter méticuleusement chaque détail de l'approche. Grâce à son expertise juridique, elle a commencé à monter un dossier qui allait bien au-delà de la rencontre spécifique. Il s'agissait d'une plainte structurelle contre le racisme institutionnel présent dans les forces de police. Sofia Bianchi est devenue le bras stratégique de l'enquête. Ensemble, mère et fille ont recensé tous les détails, tous les témoins possibles, tous les éléments de preuve susceptibles de corroborer l'accusation. Leurs contacts dans la communauté juridique et militante ont été mobilisés. Viktor Petrov, un sergent allié, a fourni des informations internes cruciales. La préparation était méticuleuse. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille juridique, mais d'une déclaration politique visant à lutter contre le racisme systémique. Le défi était immense. Deux policiers blancs contre un juge noir. Historiquement, les statistiques n'étaient pas en faveur de sa position. Mais Elena et Sofia savaient que leur force ne résidait pas seulement dans les chiffres, mais dans la vérité documentée, dans la stratégie élaborée au millimètre près. Chaque document, chaque témoignage sera une pièce d'une mosaïque plus vaste de dénonciation. Il ne s'agissait pas seulement de punir deux policiers, mais de mettre à nu un système structurellement raciste qui devait être radicalement et complètement transformé. L'enquête a commencé dans les moindres détails. Sofia classe les documents avec une précision chirurgicale, chaque morceau de papier représentant un fragment de la vérité. Les dossiers de la police, les rapports des approches précédentes, les témoignages des victimes silencieuses ont été méticuleusement organisés. Elena a guidé chaque étape, son œil expérimenté identifiant les liens invisibles. Chaque élément de preuve était comme une pièce d'un puzzle complexe qui révélerait les schémas systématiques de discrimination raciale au sein des forces de police de Munich. La stratégie juridique a été élaborée comme un jeu d'échecs méticuleux. Sofia a identifié des modèles de comportement chez les officiers Lars Schmidt et Matteo Rossi. Des cas antérieurs d'approche abusive, des rapports internes subtilement classés, ont commencé à former une mosaïque de comportements répréhensibles. Elena a apporté son expertise judiciaire, expliquant comment transformer les preuves en arguments juridiques solides. Chaque document était une arme, chaque témoignage une munition contre la structure raciste. L'enquête a gagné en force grâce à des alliés stratégiques. Viktor Petrov, le sergent aîné, a fourni des informations confidentielles. Jean-Pierre Laurent, leader communautaire, mobilise les témoins. Émilie Dubois, journaliste d'investigation, se prépare à documenter l'affaire. Chaque allié a apporté un point de vue unique, élargissant ainsi le champ de l'enquête. Il ne s'agissait pas seulement d'un cas individuel, mais d'un exposé des mécanismes institutionnels d'oppression. Le réseau de solidarité s'est développé, renforçant le dossier. Les soirées sont consacrées à la planification stratégique. Sofia et Elena ont élaboré tous les contre-arguments possibles, anticipant les mouvements des défenseurs de la police. Des réunions secrètes avec des experts en droit civil ont permis d'affiner l'approche. L'objectif transcendait la punition individuelle. Il s'agissait de démanteler des systèmes d'oppression. Chaque détail a été calculé, chaque stratégie conçue pour un impact maximal. La préparation était une combinaison de rigueur juridique et de passion pour la justice sociale. Chaque témoin a apporté avec lui une histoire de silence et de douleur. Des hommes et des femmes qui avaient été systématiquement invisibilisés trouvaient enfin un espace pour raconter leurs expériences. Sofia a écouté avec une profonde empathie, transformant chaque récit en un document précis. Les larmes contenaient des histoires d'humiliation subie, de dignité attaquée. Il ne s'agit pas de simples témoignages, mais de récits de résistance qui remettent en cause le système d'oppression structurelle. Les témoignages se sont accumulés, révélant un schéma terrifiant d'abus policiers. Des personnes d'horizons différents ont partagé des expériences similaires de violence institutionnelle. Un jeune étudiant a décrit une approche violente. Une femme âgée a raconté une humiliation constante. Chaque histoire étaient reliés comme les fils d'une grande tapisserie de la discrimination. Elena a méthodiquement organisé les témoignages, identifiant des schémas systématiques de violence raciale qui transcendent les cas individuels. Briser le silence était un acte de courage suprême.
Beaucoup craignaient des représailles, mais la présence d'Elena et de Sofia a créé une atmosphère de protection. Chaque témoin qui s'est exprimé a incité d'autres personnes à briser leur propre chaîne de peur. Il ne s'agissait pas seulement d'une procédure judiciaire, mais d'un mouvement visant à reconstruire la dignité. Le courage individuel s'est transformé en force collective, remettant en cause les structures de pouvoir établies. La communauté s'est unie autour de l'enquête. Groupes de défense des droits de l'homme, organisations communautaires, étudiants, tout le monde se mobilise. Sofia a coordonné un réseau de soutien qui est allé au-delà des procédures juridiques traditionnelles. Chaque témoin a bénéficié d'un soutien psychologique et de conseils juridiques. La solidarité est devenue un outil de résistance, prouvant que la justice n'est pas un processus individuel, mais un mouvement collectif de transformation sociale. Le palais de justice de Munich ressemblait à une arène de confrontation silencieuse. Elena Kowalski arrive imposante. Son costume bleu marine est une déclaration de dignité. Leurs regards se croisent. D'un côté, les policiers Lars Schmidt et Matteo Rossi. De l'autre, un juge déterminé à faire éclater la vérité. Sofia, à ses côtés, tient discrètement la main de sa mère. L'attente est palpable. Chaque chaise occupée représente un espoir de justice. Chaque murmure porte la tension d'une bataille historique. Sofia a présenté chaque élément de preuve avec une précision chirurgicale. Documents, témoignages, dossiers internes, chaque élément a permis de dresser un tableau dévastateur de la discrimination systématique. Son argumentation ne visait pas seulement deux policiers en particulier, mais un système qui perpétue l'oppression raciale. La voix ferme, les gestes calculés, l'argumentation impeccable, tout remet en question les structures de pouvoir établies. La salle d'audience s'est transformée en une scène de confrontation historique. Le moment crucial est arrivé. Elena prend la parole. Sa voix résonne dans la salle d'audience. Chaque mot est un coup précis contre le racisme institutionnel. Les policiers tentent de garder leur sang-froid, mais la vérité exposée est implacable. Les témoins pleurent, certains spectateurs applaudissent en silence. La confrontation allait au-delà d'un procès individuel. C'était un tribunal contre des décennies d'oppression silencieuse. La justice était suspendue dans un équilibre délicat et décisif. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le jury délibère, portant le poids d'une décision qui pourrait transformer les paradigmes. Elena et Sofia échangent des regards de complicité et d'espoir. Chaque seconde semble une éternité. Ce n'est pas seulement un verdict que l'on attend, mais un possible tournant dans la lutte contre les discriminations raciales. La vérité va enfin pouvoir s'exprimer, quel qu'en soit le prix. Le jugement résonne comme un coup de tonnerre de justice. Lars Schmidt et Matteo Rossi ont été condamnés, non pas pour un incident isolé, mais pour un abus de pouvoir systématique. La peine allait au-delà de l'emprisonnement. Elle constituait un jalon juridique contre la discrimination raciale au sein des forces de police. Elena regardait, le visage impassible, mais les yeux brillants d'une satisfaction contenue. Chaque mot de la sentence est une blessure dans le système d'oppression contre lequel elle s'est tant battue. Les gros titres se sont répandus comme une traînée de poudre. Le juge démantèle le racisme policier, s'écrient les journaux. L'affaire dépasse les frontières de Munich et devient un symbole national de résistance. Les communautés marginalisées ont trouvé de l'espoir dans la victoire d'Elena et de Sofia. Débats universitaires, émissions de télévision, conversations dans les bars, tout le monde discute de l'importance du procès. Il ne s'agissait pas seulement d'une condamnation, mais d'un cri collectif contre l'injustice systémique. Les répercussions ont atteint les structures de pouvoir. Les services de police ont entamé des examens internes, les protocoles ont été réécrits, une formation à la sensibilisation raciale a été mise en place. Henrik Anderson, le gouverneur, a annoncé des changements législatifs. Sofia et Elena sont devenues des consultantes clés dans ces transformations. Chaque réunion, chaque proposition de réforme représentait un coup supplémentaire contre le racisme institutionnel. La victoire judiciaire est devenue une révolution silencieuse au sein des institutions. La communauté respire différemment. Les jeunes noirs considèrent Elena et Sofia comme des symboles de possibilités. Dans les écoles, les universités et les cercles de conversation, leurs histoires ont été racontées et répétées. Il ne s'agissait pas seulement de deux policiers condamnés, mais de la possibilité d'un véritable changement. L'espoir, qui n'était qu'un murmure, était désormais crié haut et fort. Sofia et Elena ont fait plus que gagner un procès. Elles ont semé les graines d'une profonde transformation. La victoire judiciaire a ouvert la voie à des discussions plus approfondies sur la réforme systémique. Sofia a dirigé des groupes de travail, élaborant des propositions concrètes de transformation institutionnelle. Les réunions avec les chefs de communauté, les experts en droits de l'homme et les représentants du gouvernement se sont multipliés. Chaque réunion représentait une étape au-delà de la simple punition. Il s'agissait de reconstruire les structures qui avaient historiquement marginalisé les minorités. Le changement ne serait pas seulement juridique, mais aussi culturel, atteignant les racines les plus profondes des systèmes d'oppression. Des programmes de sensibilisation ont commencé à être mis en œuvre à différents niveaux institutionnels. Elena a donné des conférences dans des écoles de police, des universités et des organisations publiques.
Son discours va au-delà de la dénonciation. Elle propose une reconstruction. Les jeunes officiers apprennent l'histoire, la contextualisation raciale et l'empathie. Chaque conférence était une déconstruction de paradigmes bien ancrés. Le dialogue est devenu un outil de transformation, brisant les murs d'ignorance érigés par des générations de silence et de discrimination. Des communautés auparavant divisées ont commencé à trouver des points de connexion. Des groupes de discussion multiraciaux ont vu le jour dans différentes villes. Sophia a coordonné des initiatives qui ont rassemblé des personnes d'horizons différents pour des conversations franches sur le racisme et la justice. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer les problèmes, mais de créer des espaces d'écoute et de compréhension mutuelle. Chaque réunion représentait une brique enlevée des murs de la ségrégation, construisant des ponts de compréhension et de respect. La bataille juridique s'est transformée en un mouvement social plus large. De jeunes militants, inspirés par l'histoire d'Elena et de Sophia, ont commencé à occuper des espaces de pouvoir. Les manifestations pacifiques, les campagnes dans les médias sociaux et les projets éducatifs se sont multipliés. La lutte n'était plus individuelle, mais collective. Chaque action, chaque voix, chaque témoignage contribuait à un mouvement plus large de transformation sociale. La justice n'était plus un concept abstrait, mais une pratique vivante, palpitante. L'histoire d'Elena et de Sophia est devenue un phare pour les jeunes marginalisés. Dans les écoles, les universités et les centres communautaires, leurs histoires ont été racontées comme des récits d'espoir. Les étudiants noirs et issus de minorités ont vu pour la première fois des modèles de réussite qui représentaient leur propre réalité. Il ne s'agissait pas seulement de récits de victoire, mais de la preuve vivante qu'il était possible de remettre en cause les systèmes oppressifs. Chaque jeune qui a entendu son histoire a senti s'éveiller des possibilités jusque-là invisibles. Des programmes éducatifs ont vu le jour, inspirés par le couple. Les bourses d'études, les groupes de mentorat et de soutien pour les jeunes issus de communautés marginalisées se sont multipliés. Sophia développe des projets qui relient l'éducation à l'activisme social. Le savoir n'est pas considéré comme un privilège, mais comme un outil de transformation. Les jeunes n'apprennent pas seulement un contenu académique, mais aussi des stratégies de résistance, de compréhension de l'histoire et de construction d'une citoyenneté active. Les réseaux sociaux ont amplifié le message de résistance. Les jeunes activistes ont créé des contenus, des documentaires et des vies qui ont élargi la portée du débat sur la justice raciale. Elena et Sophia sont devenues des références non seulement en personne, mais aussi numériquement. Leurs discours, leurs stratégies juridiques et leurs histoires de confrontation ont circulé dans le monde entier. Le militantisme a cessé d'être local pour devenir une conversation internationale sur les droits de l'homme, l'inégalité et la transformation sociale. Une nouvelle conscience émergeait. Les jeunes n'acceptent plus en silence les structures d'oppression. Les discussions sur la race, le genre et la justice sociale font désormais partie de la formation d'une génération. Elena et Sophia représentaient plus que des histoires individuelles. Elles symbolisaient un changement de paradigme. Chaque jeune qui a écouté leurs récits a compris que la transformation sociale n'était pas un rêve lointain, mais une construction possible et nécessaire au quotidien. Elena Kowalski a réalisé que sa position de leader était bien plus qu'un titre. Chaque décision porte le poids de la représentation de communautés historiquement marginalisées. Dans les couloirs du système judiciaire, sa présence remettait en question les structures établies. Elle n'était pas seulement une juge, mais un symbole de résistance. Les défis se sont multipliés. Concilier le besoin de transformation avec des structures institutionnelles rigides, rester ferme sans être perçu comme une menace pour le système. L'intégrité d'Elena transcendait les frontières formelles de la justice. Chaque affaire, chaque jugement était méticuleusement construit avec un engagement inébranlable pour la vérité. Ses collègues reconnaissaient non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa capacité à voir au-delà des documents, à comprendre les nuances humaines qui se cachaient derrière chaque affaire. La justice n'était pas seulement appliquée, mais humanisée, devenant un instrument de réparation et de compréhension. Les moments de décision ont constamment mis ces principes à l'épreuve. Elena a été confrontée à des dilemmes qui allaient au-delà des codes juridiques. Lorsqu'elle est confrontée à des cas qui mettent en évidence des failles systémiques, elle doit trouver un équilibre entre le besoin de changement et les protocoles institutionnels. Chaque choix était un calcul complexe entre la transformation et la préservation. Son courage ne résidait pas dans des décisions faciles, mais dans sa capacité à faire des choix difficiles, en donnant toujours la priorité à une justice de fond. Chacune des décisions d'Elena a eu des répercussions au-delà des murs de la salle d'audience. Ces décisions ont créé des précédents, ouvert des brèches dans des systèmes oppressifs, inspiré des changements structurels. Il ne s'agissait pas seulement de punir ou d'acquitter, mais de reconstruire des récits. L'impact de ces choix a résonné dans des communautés entières, offrant de l'espoir là où il n'y avait que le silence. Sa responsabilité allait bien au-delà de l'interprétation de la loi, il s'agissait de recadrer l'idée même de justice. Dans les moments de calme, Elena revisite son parcours. Chaque cicatrice, chaque bataille, chaque victoire
constitue une mosaïque de résistance. Les souvenirs ne sont pas seulement des souvenirs personnels, mais des documents vivants d'une lutte collective. Son esprit a traversé des moments de douleur, de dépassement et d'espoir. Le chemin parcouru n'était pas une ligne droite, mais un sentier sinueux de défis constants où chaque obstacle devenait un carburant pour le changement. Les expériences ont été consolidées en tant que sagesse profonde. Elena s'est rendue compte que la véritable révolution se produisait par de petits gestes, dans des conversations tranquilles, dans des moments apparemment insignifiants. Elle a appris que la justice n'est pas seulement un concept juridique, mais une pratique quotidienne de l'humanité. Chaque confrontation, chaque dialogue, chaque phrase est une leçon sur la complexité des relations humaines, sur la nécessité de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Les marques du voyage n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnelle et institutionnelle. Elena a regardé en arrière et a vu comment chaque blessure s'est transformée en force. Les cicatrices de la discrimination et des préjugés sont désormais des territoires à reconstruire. Non pas en tant que victime, mais en tant qu'architecte de la transformation. Sa croissance personnelle s'est mêlée à la croissance collective, chaque bataille individuelle s'inscrivant dans un récit de résistance plus large. L'espoir palpite comme un horizon toujours renouvelé. Elena sait que la bataille pour la justice est sans fin, mais elle ne se laisse pas abattre. Son regard était celui d'une personne qui avait compris que chaque génération avait la responsabilité de poursuivre la lutte. Sophia, sa fille, représente cette flamme de la continuité. L'avenir n'est pas un lieu à conquérir, mais un processus constant de construction, de resignification et d'espoir renouvelé. La victoire au tribunal est devenue un catalyseur de la mobilisation collective. Les groupes communautaires s'organisent et discutent de stratégies pour faire face au racisme institutionnel. Les réunions dans les centres culturels, les universités et les espaces publics se multiplient. L'énergie était palpable. Il ne s'agissait plus de se poser en victime, mais en agent de transformation. Chaque réunion représentait un laboratoire d'espoir où les histoires individuelles s'entremêlaient pour construire un récit collectif de résistance et de changement. La solidarité est devenue l'architecture de la résistance. Des réseaux de soutien mutuel sont apparus, reliant différentes communautés marginalisées. Des avocats, des militants, des étudiants et des responsables communautaires ont créé des plateformes de soutien et d'articulation. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer l'oppression, mais de créer des espaces d'autonomisation collective. Chaque réseau mis en place représentait une contre-attaque contre les systèmes d'isolement et de silence historiquement imposés aux minorités. Les programmes éducatifs sont nés en tant qu'outils de transformation sociale. Des ateliers, des conférences et du matériel pédagogique ont commencé à déconstruire des récits racistes profondément enracinés. Les écoles et les universités ont ouvert des espaces de discussion critique sur les privilèges, le racisme structurel et la justice sociale. La sensibilisation n'est plus un concept abstrait, mais une pratique quotidienne. Chaque conversation, chaque moment de réflexion critique représentait une brique retirée des structures d'oppression. Le changement n'est plus considéré comme une responsabilité individuelle, mais comme un mouvement collectif. Des communautés diverses ont découvert des points de connexion, des stratégies d'adaptation partagées. Le cas d'Elena et de Sophia est devenu un symbole majeur de la possibilité de transformation. Il ne s'agissait pas d'un triomphe personnel, mais de la capacité collective à remettre en question et à resignifier des structures de pouvoir profondément enracinées dans la société. La vie de Sophia était un exercice d'équilibre permanent. Jeune avocate, mère célibataire, fille dévouée, chaque rôle exige une énergie particulière. Les soirées d'études se mêlaient aux moments de soins maternels. Les stratégies juridiques s'entremêlaient avec le soutien de la famille. Elena l'observe avec un mélange de fierté et d'inquiétude. L'équilibre n'est pas un acquis définitif, mais un processus quotidien de négociation et de résilience. Chaque réussite professionnelle s'accompagne de renoncements silencieux. Les moments personnels sont souvent sacrifiés au nom de la mission la plus importante. Sophia a renoncé à sa vie sociale, à ses relations et à ses moments de repos. Sa fille a grandi en voyant une mère qui transformait chaque défi en carburant pour le changement. Les sacrifices n'étaient pas perçus comme des pertes, mais comme des investissements dans une transformation sociale plus large. La force de Sophia ne résidait pas dans de grands gestes héroïques, mais dans sa résilience quotidienne. Chaque obstacle était une occasion de grandir, chaque critique une chance de s'améliorer. Elle avait hérité d'Elena non seulement la détermination, mais aussi la capacité de transformer l'adversité en carburant pour le changement. Sa force intérieure était comme une flamme qui illuminait les chemins les plus difficiles, résistant aux tentatives d'effacement et de marginalisation. Les cicatrices émotionnelles n'étaient pas considérées comme des blessures, mais comme des cartes de survie. Sophia a développé une capacité extraordinaire à traiter la douleur individuelle et collective. Les histoires de discrimination qu'elle entendait ne la consumaient pas, mais l'alimentaient. Sa résistance émotionnelle était à la fois un bouclier et une épée, protégeant son intégrité
et lui permettant de continuer à se battre. Chaque défi émotionnel est devenu une opportunité de croissance et de compréhension. Le système judiciaire s'est révélé être un labyrinthe complexe de privilèges et d'oppression. Elena Kowalski a navigué dans ces structures comme une stratège méticuleuse. Chaque couloir, chaque réunion, chaque décision était l'occasion de démanteler les mécanismes invisibles de la discrimination. Il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi comprendre en profondeur les rouages du pouvoir qui perpétuent les inégalités historiques. Son approche était chirurgicale, calculant chaque mouvement avec précision. Les institutions réagissent comme des organismes vivants, essayant de maintenir leurs structures intactes. Chaque proposition de changement se heurte à des obstacles subtils et complexes. Elena et Sofia ont compris que la transformation ne serait pas un processus linéaire. Les bureaucrates, les systèmes établis et les traditions bien ancrées ont créé des murs invisibles de résistance. Mais elles ont développé de multiples stratégies: négociation, confrontation directe, articulation politique, mobilisation sociale, un arsenal varié de confrontations. La déconstruction des paradigmes a été un travail minutieux et constant. Il ne suffisait pas de remettre en question les règles, il fallait réimaginer complètement les structures de la justice. Sofia a développé des arguments juridiques qui allaient au-delà de la lettre froide de la loi, en incorporant des récits humains, des contextes historiques et des dimensions sociales. Chaque argument a porté un coup aux structures de la pensée coloniale et raciste. Breiser, les paradigmes exigent de la créativité, du courage et un profond engagement éthique. La transformation ne pouvait être superficielle. Elena et Sofia ont compris qu'un véritable changement nécessitait une profonde reconstruction des institutions. Il ne s'agissait pas d'inclure les minorités, mais de recadrer complètement les concepts de justice, de représentation et de droits de l'homme. Chaque petite victoire est une étape dans un processus plus large de décolonisation des structures de pouvoir. Le changement systémique est un horizon permanent, toujours en devenir. Elena voyait dans le mentorat un puissant outil de transformation sociale. Chaque jeune avocat, chaque étudiant en droit qui a bénéficié de ses conseils a reçu plus que des connaissances techniques, il a reçu un héritage de résistance. Ces leçons transcendaient les livres et les codes, plongeant dans les complexités humaines de la justice. Il a partagé des stratégies d'adaptation et des récits de victoire, montrant que le droit n'était pas seulement une profession, mais un instrument de changement. Les liens entre les générations sont devenus des ponts d'espoir. Sofia et Elena ont créé des espaces de dialogue où de jeunes militants ont rencontré des vétérans de la lutte pour les droits civiques. Les histoires s'entrecroisent, les expériences se complètent. Il ne s'agissait pas d'une transmission verticale de connaissances, mais d'un processus dialogique où chaque génération apprenait et enseignait. La résistance s'est renouvelée, entretenant la flamme de la transformation sociale. Plus que des mots, Elena et Sofia ont été des modèles vivants de courage. Leurs trajectoires ont inspiré des jeunes qui ne s'étaient jamais vus représentés dans les espaces de pouvoir. Elles n'ont pas prêché l'héroïsme, mais ont montré que le changement vient de décisions quotidiennes, d'une persistance silencieuse. Chaque entretien, chaque réunion, chaque séance de mentorat était une déclaration selon laquelle il est possible de remettre en question les systèmes d'oppression, en transformant les limitations en pouvoir. Le mentorat s'est révélé être un cycle d'autonomisation collective. Les jeunes qui reçoivent des conseils aujourd'hui seront les mentors de demain. Sophie a compris que son rôle allait au-delà de la formation de professionnels. Il s'agissait de cultiver des agents de transformation. Chaque jeune personne inspirée porte en elle non seulement des connaissances, mais aussi une mission: continuer à démanteler les structures d'oppression, élargir les horizons de la justice et de la dignité. La justice n'est plus considérée comme un concept statique, mais comme un processus dynamique de reconstruction constant. Elena et Sofia innovent et remettent en question les interprétations traditionnelles du système juridique. Chaque cas, chaque argument représentait une tentative de resignifier des pratiques juridiques historiquement exclusives. Il ne s'agissait pas seulement d'appliquer la loi, mais de réimaginer complètement ce que la justice signifiait dans une société marquée par de profondes inégalités. Les conversations ont remplacé les confrontations. Elena a développé des stratégies de dialogue qui ont permis de déconstruire les préjugés sans créer de nouveaux murs. Les réunions avec différents secteurs institutionnels, des forces de police au système éducatif, sont devenues des laboratoires de compréhension mutuelle. L'objectif n'était pas simplement d'accuser, mais de créer des espaces d'écoute et de transformation. Chaque dialogue représentait une occasion de démanteler les structures d'incompréhension et de construire des ponts de compréhension. Le changement est considéré comme un processus
et non comme une fin en soi. Sofia et Elena savaient que la justice sociale ne se gagnait pas en une seule bataille. Chaque victoire est célébrée, mais elle est immédiatement suivie de nouveaux défis. Les ateliers, les programmes de formation et les projets communautaires se multiplient. La transformation est un mouvement constant qui exige un dévouement permanent, de la créativité et un engagement inébranlable en faveur de l'équité. L'espoir n'était pas naïf, mais stratégique. Il était alimenté par des actions concrètes, par de petites victoires quotidiennes. Elena et Sofia ont cultivé un espoir actif qui s'est matérialisé par des projets, des formations et des récits remettant en cause le statu quo. Il ne s'agissait pas d'attendre passivement le changement, mais de le construire au millimètre. Chaque action, chaque mot, chaque décision de justice représentait un acte d'espoir persistant et transformateur. L'héritage d'Elena et de Sofia a transcendé les cas individuels ou les victoires juridiques momentanées. Leurs actions ont créé des vagues de transformation qui se sont étendues bien au-delà de Munich. Les institutions ont repensé leurs pratiques. Les communautés se sont réorganisées. Les jeunes ont trouvé de nouveaux modèles de résistance. Chaque décision, chaque stratégie, chaque confrontation a laissé une trace profonde dans le tissu social. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre l'injustice, mais de réimaginer complètement les structures de pouvoir et de représentation. Leurs histoires sont devenues des récits inspirants pour les jeunes qui ne se sont jamais vus représentés dans les espaces de pouvoir, non pas comme des héros lointains, mais comme des exemples concrets d'une transformation possible. De jeunes avocats, militants et étudiants ont trouvé en Elena et Sofia des modèles de courage et de stratégie. Chaque conférence, chaque document, chaque décision de justice est devenu un manuel silencieux sur la manière de remettre en cause les systèmes oppressifs et de construire la justice. La mémoire n'était pas une archive statique, mais un instrument vivant de transformation. Elena et Sofia ont cultivé une approche qui relie les histoires individuelles au récit collectif de résistance. Elles ont documenté chaque étape, chaque stratégie, créant des archives qui serviraient d'outils d'apprentissage et d'inspiration. Il ne s'agissait pas de célébrer des victoires individuelles, mais de construire une mémoire collective de la lutte et de l'espoir. Le chemin vers la justice s'est révélé être un processus infini de construction et de déconstruction. Elena et Sofia ont compris que chaque victoire n'était qu'un point de départ. Une véritable transformation exige de la persévérance, de la créativité et une capacité de réinvention constante. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination finale, mais de maintenir vivant le mouvement en quête d'équité, de dignité et de reconnaissance. La justice est un horizon toujours en mouvement.